situer cet après-midi devant vous, après l'ambassadeur Gérard Haro, c'est toujours un exercice difficile, parce qu'il connaît bien. Alors, j'ai un peu une vision un peu similaire à la sienne, c'est-à-dire une vision où le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'est pas du tout terminé. Alors, je vais vous expliquer ça sur un plan militaire, de mon point de vue. Aujourd'hui, l'Ukraine ne tient que par l'aide occidentale. L'Ukraine dépend à 80% de l'aide militaire occidentale. La Russie, quant à elle, a sa propre capacité de production. Je vais vous donner un seul exemple en termes de munitions. C'est une guerre dans laquelle les Russes consomment 20 000 obus par jour. 20 000 obus par jour. Les Ukrainiens en consomment entre 5 000 et 7 000. À la fin des fins, on le veuille ou non, même si à la télévision on dit qu'il y a plus de morts côté russe, de mon point de vue, même si les chiffres restent totalement secrets, pour ne pas casser le moral ni de la population ni des troupes, je reste persuadé qu'il y a plus de morts ukrainiens que de morts russes. Et ça, c'est un avis tout à fait personnel compte tenu du nombre d'obus utilisés. Les Américains fabriquaient par mois 25 000 obus. 25 000 obus, donc vous calculez la consommation ukrainienne par jour, rapidement les 25 000 obus sont consommés. Et ils vont monter à 86 000 obus par mois en 2025. C'est toujours pas suffisant pour remplir les canons, ou en tous les cas donner des munitions aux canons. Je vous parle de munitions parce que le calibre des canons donnés par les Européens et par les Américains à l'Ukraine sont des canons avec un calibre de 155 mm, qui n'a rien à voir avec le calibre des forces soviétiques qui est du 152 mm. Donc les obus ne rentrent pas de la même façon. Le problème des Ukrainiens aussi, c'est qu'ils ont une armée faite de manière très composite. Les uns donnent 30 chars, les autres donnent 30 chars d'un autre modèle, 30 chars d'un autre modèle, des canons d'un modèle qui n'est pas le même que celui des Allemands, les Français, les Anglais, les Britanniques, les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon d'utiliser n'est pas exactement la même. Ça veut dire quoi? En termes de maintenance, ça veut dire que ça n'est pas du tout la même chose. Or, à la guerre, on n'en parle jamais, on parle toujours des combattants, de ceux de première ligne. Ce qui compte avant tout pour gagner une guerre, c'est la logistique. Si vous n'avez pas une logistique puissante, ça ne marche pas. Les Américains comptent, pour eux, quand ils font la guerre, un combattant, 10 logisticiens. Vous imaginez? Un combattant en première ligne, 10 derrière, qui permettent de nourrir, d'approvisionner, de soigner le combattant qui est en première ligne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, de mon point de vue, est incapable d'avancer. Alors, bien sûr, on parle à la télévision d'avancer, du côté d'Adivka, du côté de à Bakhmout, il renverserait la situation. Oui, ça, on peut se dire ça pour se faire plaisir. Mais en réalité, ils avancent d'une centaine de mètres, c'est ce que disait l'ambassadeur Haro tout à l'heure. Ils n'avancent que de centaines, peut-être 1 ou 2 kilomètres. C'est exactement la guerre de tranchées qu'on a connue en France en 1916-1917, dans laquelle toutes les offensives, et on se souvient de l'offensive du général Nivelle qui a été un véritable échec et qui a eu comme conséquence un certain nombre de désertions, voire de révoltes de la part de soldats français en particulier, parce qu'ils voyaient leurs camarades mourir pour rien, sans avancée particulière. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, côté ukrainien comme côté russe. Alors bien sûr, ils ont réussi à prendre quelques centaines de mètres sur la rive est du Dniepr, les Ukrainiens, mais monter une tête de pont, c'est quelque chose de très compliqué. Le Dniepr, c'est cette rivière qui sépare en deux le pays. Par endroits, elle fait 1 voire 2 km de large. Donc pour amener les chars, pour amener les canons, pour amener les fantassins, vous imaginez la difficulté, surtout qu'en fait, quand vous franchissez, vous êtes à un moment de faiblesse, parce que vous êtes atteignable par des obus. Donc cette guerre, aujourd'hui, de mon point de vue, elle est presque du 1 contre 1. Du 1 contre 1, en termes de milliers de soldats ou de centaines de milliers de soldats, c'est à peu près équivalent. Mais les Russes ont plus de possibilités de mobilisation qui n'a pas encore été faite, même s'il y a une mobilisation rampante, ont plus de soldats mobilisables que n'en ont les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, en fait, ont mobilisé d'abord plus les gens d'un certain âge. La moyenne d'âge que l'on connaît des morts de soldats ukrainiens, c'est plutôt entre 37 et 47 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeunes soldats. Les jeunes, en fait, ils les préservent pour demain. C'est-à-dire, en fait, en se disant, après la guerre, il faut quand même qu'on ait une population qui soit capable de relancer l'économie du pays. Et ces jeunes, d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui s'inscrivent à l'université pour échapper à la conscription.
Donc c'est pour ça que côté russe, les soldats qui ont été sur le front, qui sont toujours sur le front, c'est plus des soldats qui sont issus des terres lointaines de la Russie, et absolument pas des régions de Saint-Pétersbourg ou Moscou. C'est-à-dire qu'en fait, on a des populations qui sont très très loin, et donc les mères de famille qui sont très puissantes, les mères de soldats russes, qui sont des associations assez puissantes en Russie, en fait, ne peuvent pas tellement se faire entendre du Kremlin, si tant est que le Kremlin souhaite les entendre. En termes d'économie, on a pensé que la Russie allait s'effondrer, la question a été posée tout à l'heure, mais la Russie avait, depuis 2014, envisagé les sanctions. Et depuis 2014, la Russie a multiplié par 2,5 sa production de blé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Russie, qui il y a quelques années était importateur de blé, aujourd'hui est exportateur de céréales. Donc, Poutine, le gouvernement russe, avait parfaitement envisagé ça. Ce qui veut dire que les sanctions, elles fonctionnent avec nous occidentaux, avec les Européens, avec les Américains. Mais il y a plein d'autres pays qui continuent à commercer avec la Russie. Et d'autant que c'est un des buts de guerre de la Russie, c'est de faire en sorte que l'alliance, ou plutôt que la situation géopolitique mondiale post-Deuxième Guerre mondiale s'effondre et qu'on retrouve, un monde différent, organisé différemment. Et en ça, il se retrouve effectivement bien avec la Chine. Ce que je veux dire également sur un plan militaire, c'est que c'est une guerre qui montre de part et d'autre une véritable capacité d'adaptation. On a beaucoup parlé des drones, par exemple. Les drones, au départ, tout le monde, les Ukrainiens, les ont beaucoup utilisés. Mais petit à petit, en face, ils se sont adaptés. C'est-à-dire que les chars russes, vous les voyez aujourd'hui, ils ont des grillages au-dessus des tourelles, ce qui évite effectivement aux drones, quand un drone ukrainien lâche une grenade ou un obus sur le toit d'un char, c'est l'endroit où il est en fait le moins blindé, eh bien, ça ne perce pas parce que ça touche d'abord le grillage sur lequel ça explose, et donc ça évite que ça explose sur la tourelle proprement dite du char. Donc aujourd'hui, ils essayent d'avoir des drones rôdeurs qui passent entre ce toit de grillage et la tourelle pour aller exploser sur le toit de la tourelle. Donc vous voyez, des capacités d'adaptation très fortes, d'autant que les drones aujourd'hui, la durée de vie d'un drone, c'est du drone jetable. Ça reste 6 heures, 7 heures, ça fait peut-être 6-7 sorties, et puis c'est détruit. Les drones qu'on a vus, les drones turcs, il n'en existe plus un seul en vol. Ils ont tous été détruits. Les Russes qui avançaient sans soutien antiaérien d'accompagnement, aujourd'hui ont du soutien antiaérien d'accompagnement. Donc ça détruit les drones. Les Russes ont une guerre électronique très très puissante qui, en fait, leur évite des attaques par drone. Ça ne les a pas empêchés d'être attaqués à Sébastopol. Et les Ukrainiens montrent une véritable capacité d'adaptation parce qu'ils ont réussi quand même à cibler la flotte russe qui était à Sébastopol, qui se voyait tranquille, en paix, sauf qu'ils ont dû, ce qu'on appelle dans le jargon militaire, desserrer, c'est-à-dire en fait répartir leurs bâtiments dans d'autres ports pour éviter qu'ils soient détruits. Alors qu'il n'y a pas de marine ukrainienne aujourd'hui. C'est pourtant les Ukrainiens qui ont réussi à mener des débarquements avec des forces spéciales en Ukraine, sur la Crimée, pardon. Ils ont réussi à couler le Moskva, souvenez-vous, c'est le bateau amiral qui était en mer Noire. Ils ont réussi à couler d'autres bâtiments. Donc une capacité d'adaptation, une capacité d'inventivité qui est à nul autre pareil. Et finalement, pour moi, l'une des victoires de Vladimir Poutine, c'est la création d'une nation ukrainienne. Qui pensait qu'il y avait une nation ukrainienne avant le début de ce conflit? Personne. Personne parlait d'Ukraine. En Europe, on ne parlait pas d'Ukraine. À tel point, c'est que notre poste d'ambassadeur en Ukraine, il n'y avait même pas forcément d'attaché de défense, etc. L'Ukraine, c'était rien. Aujourd'hui, il y a une vraie nation ukrainienne qui s'est levée. Alors, est-ce qu'elle conservera la partie du Donbass et les oblasts, la partie conquise par les Russes et la Crimée? Ça, je ne peux pas vous le dire. De mon point de vue, et j'en terminerai là, la vision sur cette affaire, c'est un peu une situation comme après 2014, après la première guerre dans le Donbass, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de paix, il y a une espèce de guerre qui continue, des bombardements d'artillerie qui continueront, parce qu'entre 2014 et 2022, il y a quand même eu 15 000 morts dans le Donbass. On n'en a jamais parlé, et vous n'avez jamais entendu parler. À peu près 5 000 civils de part et d'autre, et environ 5 000 militaires de part et d'autre, enfin 2005 de part et d'autre. Donc c'est pour vous dire que, de mon point de vue, on arrivera là par épuisement des combattants. Parce qu'au bout d'un moment, et on parlait de l'élection américaine tout à l'heure du 21 janvier 2025, les Européens n'arriveront plus à fournir d'armement et munitions.
En fait, quand on a donné par exemple des missiles Scalp, la France a donné des missiles Scalp, et les Britanniques ont donné des Storm Shadow, c'est le même missile, donc des missiles longue portée, on les a donnés pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivaient à date de péremption et que ça coûtait plus cher de les démonter et les détruire que de les donner. Et donc, on les a donnés. C'est du bon missile, hein, et c'est très utile aux Ukrainiens, on n'a pas douté. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, on arrive, et à un moment donné où le monde est dangereux, c'est pas le moment où on va racler tous les fonds de stock. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, par épuisement des uns comme des autres, un jour, ça s'arrêtera. Et vous savez qu'à la guerre, celui qui gagne, c'est celui qui garde la volonté de gagner un quart d'heure après l'autre. Est-ce que ça sera le Russe ou ça sera l'Ukrainien, je n'en sais rien. Mais à la guerre, seule la victoire militaire permet effectivement d'avoir une paix durable. Et je ne pense pas que ce soit réellement le cas dans le cas précis. Merci beaucoup. Merci Général Gomard, ancien chef du commandement des opérations spéciales. Merci infiniment. Je cède tout de suite la parole à Gaël Nation, qui est journaliste au Monde et qui est spécialisé sur les questions défense, affaires étrangères, la paix, la guerre, les rapports de force. Bonjour, merci Frédéric. Je souris parce que j'ai hoché la tête. C'est pas la victoire militaire qui est décisive pour le coup. J'y reviendrai, mais j'ai écrit une somme sur les sentiers de la victoire. Peut-on encore gagner une guerre? Et je peux vous assurer que entre l'ambassadeur et le militaire, l'officier, le haut officier, parce que j'ai le plus grand respect pour et les militaires et l'outil militaire, je pense que ils sont trop restés dans une version classique et réaliste de la guerre, c'est-à-dire le régalien. Or, les guerres aujourd'hui sortent du champ régalien, sortent du champ politique et militaire, et sont sur le terrain social, culturel, etc. Donc c'est pas la victoire militaire qui est décisive pour gagner une guerre, la preuve, on le saurait. On a gagné la guerre en Algérie militairement, et pourtant on a perdu. On le saurait, on a gagné militairement la guerre contre les Vietnamiens, quand je dis on, c'est les Américains, et pourtant on a perdu. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, que de gagner une guerre. On gagne une bataille, on obtient un succès militaire sur le terrain, mais je ne pense pas que ça suffise pour dire gagner la guerre. Mais bon, j'y reviendrai si vous voulez. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir, j'ai tout de suite dit oui à Frédéric, parce que c'est un ami, c'est un collègue, sur le lien entre la guerre en Ukraine et la guerre en Caucase, notamment au Karabakh. Alors, on n'a pas vu en Occident que la guerre de 2020 du Karabakh annonçait la guerre de 2022 en Ukraine. On ne l'a pas vu. On a cru que c'était localisé, périphérisé, que c'était une guerre non essentielle, que c'était complètement au fin fond de l'Europe. Donc, quelque part, on s'en moquait un peu. Or, les Russes nous ont observés. Ils ont vu notre réaction. Passive, indifférente, coarde, lâche. Et ils se sont dit, et je le sais, si pour cette guerre-là, alors qu'il y avait les États-Unis et la France qui étaient impliqués dans le groupe de Minsk, si on a ça comme réaction, imaginez si on gagne la guerre très vite, alors pour le coup gagner la guerre très vite, en Ukraine, parce que c'était ça le plan. Le plan russe, c'était de vite plier l'affaire ukrainienne en quelques jours. Quelle serait la réaction occidentale? Souvenez-vous ce qu'a dit Biden. On est prêt à envoyer, à exfiltrer Zelensky. Et il a cette belle réponse. Je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions. Mais tout était dit dans l'approche occidentale, dans la phrase de Biden. C'est-à-dire qu'on en a pour quelques jours. Donc les Russes ont observé les réactions occidentales. Et donc cette guerre de 2020 du Karabakh, qui n'est pas une guerre interétatique, même si c'est présenté comme ça. C'est une guerre quoi? C'est une coalition contre une province. Une coalition Azerbaïdjan, Turquie, Pakistan, djihadistes, un appui technique militaire d'Israël derrière, et la complicité, la duplicité de la Russie. Et l'indifférence de l'Occident face à une province. Alors vous allez me dire, mais l'Arménie c'est un État souverain, il s'est battu. Non, l'Arménie ne s'est pas battue dans cette guerre. Parce que la Russie a empêché que l'Arménie se batte dans cette guerre. Pourquoi? Parce que si l'Arménie se livrait vraiment dans cette guerre, elle exposait l'OTSC, or elle exposait la Russie. Or le but du jeu, c'était d'éviter que par le jeu des alliances, parce que là on n'est pas en Libye, État failli, on n'est pas en Syrie, État failli sans alliance, on est dans un cas d'une guerre avec des alliances. L'Arménie était alliée, et toujours, mais bon, on en reparlera, de la Russie,
Et la Turquie, appuyée à l'Azerbaïdjan, la Turquie expose l'OTAN. Et les pays de l'OTAN ont très mal vécu cette exposition turque, enfin, de l'OTAN à travers la Turquie. Et en Russie, ils se disaient, mais si on intervient, alors qu'ils étaient complètement complices de l'Azerbaïdjan, si on intervient contre la Turquie, est-ce que ça ne va pas aussi pousser, obliger les Occidentaux à intervenir? Tout ça a été factice, on le sait bien. Donc la véritable question entre les deux guerres, c'est, ok, la première annonce la deuxième, mais la deuxième a un effet sur la première, aujourd'hui, 2 ans, 3 ans après, pour dire quoi? Est-ce que le Caucase est devenu l'extension du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou est-ce que ça peut être un laboratoire des politiques d'apaisement dans la région? On ne sait pas, on va voir. Pour l'instant, on voit juste quelque chose qui consiste à analyser la concentration des troupes russes en Ukraine, une forte mobilisation russe en Ukraine, et une forme de, pas de désengagement, mais c'est un second plan le Caucase. Donc on ne peut plus assumer nos responsabilités comme on les assumait avant. Sauf que quand vous regardez le jeu caucasien, la Géorgie, avec Rêve géorgien au pouvoir, est plutôt pro-russe. L'Azerbaïdjan, qui est bénéficiaire du rapprochement entre la Turquie et la Russie, eh bien, se dit, moi je suis très bien dans cet équilibre, donc je satisfais la Russie. Il y a que l'Arménie qui pose un problème à Moscou aujourd'hui, parce que eh bien, l'Arménie a été agressée par l'Azerbaïdjan. L'Arménie a brandi la charte de l'OTSC, l'article 4, pour une intervention de la Russie de l'OTSC. La Russie a tourné le dos de l'OTSC, pareil. L'Arménie s'est tournée vers les États-Unis et vers l'Europe. Et hier, par exemple, sachez que, vous le savez aussi peut-être, la France a signé un accord de coopération militaire, de vente d'armes défensives à Erevan. Donc, on y reviendra aussi. Je salue mon ami Gérard Chalian, que vous connaissez tous. Grand géopolitologue et lauréat du prix spécial du livre géopolitique il y a 3 ans maintenant. Et donc, nous sommes dans un monde post-Covid. Il y a une volonté de désoccidentaliser le monde. C'est ça le lien entre l'Ukraine et le Caucase. Il y a un dérèglement du droit international, on le voit bien, on est tous inquiets de la suite des opérations, que ce soit en Ukraine, au Caucase ou au Proche-Orient. C'est le retour, comme on dit, de la géopolitique, avec la notion du territoire qui vient en avant. Mais c'est pour moi plus compliqué, parce que ces guerres, que ce soit Ukraine, Caucase, et on peut même dire Israël, Gaza, ces guerres sont des guerres existentielles, identitaires, et ce qu'on peut appeler aussi des guerres mondialisées. Non pas mondiales, mais mondialisées. Nous sommes dans un monde fracturé, déréglé, avec une juxtaposition de révolutions qui nous inquiète fortement. Révolution technologique, économique, démographique, etc. etc. Est-ce que l'humanité va pouvoir supporter toutes ces crises pour s'en sortir? C'est une question de fond. Alors, les interactions entre ces deux guerres, Ukraine et Caucase. D'abord, l'interaction est d'ordre géopolitique. Un conflit entre l'Occident et les autocraties, entre les démocraties et les autocraties, je ne reviendrai pas dessus. Il y a aussi un ordre géoéconomique. Comment va se dérouler le désenclavement de l'Ukraine, le désenclavement du Caucase, et qui va dominer ce désenclavement? Il y a un lien entre la guerre en Karabakh et la guerre en Ukraine qui date de 2013. Pourquoi? Parce que l'Europe devait signer un accord d'association avec 6 pays du partenariat oriental, et 2 étaient dans le collimateur de la Russie, c'était l'Arménie et l'Ukraine. Il ne fallait pas que ces 2 pays signent un accord d'association avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce que c'était 2 nouveaux territoires de transit, avec des routes de désenclavement. C'était fait à l'Azerbaïdjan, c'était fait à la Biélorussie, donc ça ne comptait pas. La Géorgie était démonétisée. Les 2 nouveaux verrous, il fallait les tenir dans la main des Russes, c'est-à-dire l'Arménie, parce qu'il y a une route en projet vers le Pacifique, et l'Ukraine, parce qu'une fois qu'on remonte l'Arménie, la Géorgie, qu'on arrive dans la mer Noire, eh bien, tous les projets vont soit vers l'Europe centrale et occidentale, soit vers l'Europe du Nord. Et ça, pour les Russes, c'était impossible. Et on le voit bien à travers quoi? Eh bien, on le voit à travers
ce que les Russes appellent la doctrine des 5 mers. Alors là, je sais qu'il y a des étudiants géopolitiques qui vont adorer. Qu'est-ce qui fait le lien entre la guerre en Ukraine et la guerre au Karabakh? Regardez les mers et les canaux et les fleuves. Mer d'Azov, mer Noire, mer Baltique, mer Blanche, mer Caspienne. Ils sont tous reliés par des canaux. Et ça, pour les Russes, c'est fondamental. Qui tient la mer d'Azov tient les 5 mers. Et on le voit bien, il y a un projet qui s'appelle International North-South Transport Corridor, INSTC, qui consiste à quoi? À ouvrir une route qui va de Saint-Pétersbourg jusqu'à Bombay, et elle marche, qui passe par Moscou, Astrakhan, Bakou, Anzali, Téhéran, Bandar Abbas et Chabahar, puis ensuite Bombay. Regardez la carte, ça existe. Mais les Indiens et les Iraniens veulent une deuxième route. Les Occidentaux aussi ne sont pas insensibles à cette deuxième route. Et cette deuxième route, c'est quoi? Eh bien, Bombay, Téhéran, pour aller vite, Arménie, Géorgie, mer Noire, Europe. Et ça, les Russes n'en veulent pas trop. Mais les Iraniens en veulent beaucoup, et les Indiens aussi, et l'Occident aussi, parce que ça contourne la Russie. Alors, les Turcs, les Russes et les Iraniens ont lancé l'idée d'un format 3+3. C'est-à-dire les 3 anciennes puissances impériales et les 3 pays du Caucase du Sud, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Genre, tous ensemble, on va réussir à lancer des projets de coopération et surtout, on va faire comprendre que l'Occident n'a pas sa place. Et c'est ça qui est voulu. Sauf que les Géorgiens ont dit non, puisqu'il n'y a pas d'Occidentaux, on n'en veut pas. Les Azerbaïdjanais ont applaudi avec 10 mains pour dire c'est ce qu'on veut exactement. Et l'Arménie a dit on verra avec le temps. On n'est pas en position de force pour décider, on verra avec le temps. Mais ça ne marche pas si bien que ça. Parce que l'Occident, justement, regarde ça de très près. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher du tout, un petit peu. Je ne sais pas où on en est. Il y a eu une réunion hier à Téhéran, qui était importante. Il y en avait 5 pays. La Géorgie n'est pas venue. L'Arménie y est allée parce que c'était à Téhéran. Pourquoi? Parce que Téhéran garantit à l'Arménie l'intégrité territoriale et donc une forme de souveraineté dans son assiette actuelle, ce qui n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan et la Turquie qui ont des vues avec l'histoire d'un couloir. Vous savez, le couloir du Zambézou. Pas corridor, couloir. La Russie aussi. Pourquoi? Parce que les Russes et les Turcs veulent une nouvelle route terrestre. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont pas, même. Et ça leur permettrait d'arrêter de s'exposer en mer Noire avec cette histoire d'accords céréaliers. Si on a une route terrestre qui fait Russie, Azerbaïdjan, Arménie avec un couloir, Nakhichevan et Turquie, on a notre route terrestre. Les Occidentaux n'en veulent pas, disent, et j'y reviendrai, aux différents acteurs, respect de la souveraineté territoriale des États, l'intérêt, et puis aussi ouverture de tous les axes commerciaux, mais en respectant l'intégrité des États traversés. Donc c'est là tout le problème. Alors l'ordre est aussi diplomatique. On voit bien que l'interaction d'ordre diplomatique, le Conseil de sécurité est totalement paralysé, que ce soit pour l'Ukraine ou pour le Caucase. Mais c'est peut-être pas nouveau, mais du moins ça s'aggrave. L'ordre est aussi, l'interaction est aussi d'ordre militaire, avec le jeu des alliances ou des partenariats. On voit bien que ça ne marche pas comme on pourrait l'imaginer. Je vais vite pour favoriser le débat. La dimension est aussi d'ordre juridique. Poutine est inculpé pour crime de guerre devant la CPI. L'Arménie vient de ratifier le statut de Rome de la CPI. Et on sait qu'il prépare un dossier pour assigner le président azerbaïdjan Ilham Aliyev devant la CPI. Donc on est vraiment dans un cœur de l'interaction. Et puis dernier point, je pense, mais là, ce sera l'objet d'un volet dans mon prochain livre sur l'Arménie-Azerbaïdjan, une guerre sans fin qui sort en janvier, je ne sais pas, c'est composé. Je pense qu'il y a aussi une interaction d'ordre polémologique quelque part ou sociologique, militaire. Je suis en train de réfléchir à modéliser les guerres post-soviétiques. Il y a beaucoup de points communs entre ces guerres post-soviétiques qui datent de la chute de l'Union soviétique par définition, mais qui petit à petit ne s'enferment pas dans un modèle figé. Parce que ce soit la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Ukraine, on voit bien que petit à petit, on sort militairement de ces guerres post-soviétiques. Et les Russes sont face à un vrai problème. S'ils veulent gagner des guerres et jouer leur rôle de puissance civilisationnelle à l'échelle mondiale, il va falloir vraiment penser à moderniser leur matériel. Et tant qu'ils resteront dans un modèle des années 80,
eh bien ils ne pourront pas aller plus loin que ce qu'ils font. Et en 2008, ils ont peut-être gagné contre la Géorgie, mais Tbilissi a infligé d'importants dégâts à l'armée russe. L'Azerbaïdjan avait une supériorité militaire parce que le matériel était occidental, alors que l'Arménie était un modèle traditionnel soviétique. Et on voit bien aussi que la Russie ne peut pas faire ce qu'elle veut en Ukraine, parce qu'en face, c'est pas moi qui l'ai dit, mais on le lit tous les jours, mais là, les officiers peuvent me dire mieux que moi, M. Gomard, on voit bien que s'il n'y a pas le matériel occidental, je ne sais pas ce que serait l'armée ukrainienne aujourd'hui. Donc, on a quelque chose qui est en train de changer. Sauf que si la Russie se modernise militairement, on se peut demander si ce serait la Russie d'aujourd'hui. Pas sûr. Donc, aujourd'hui, on a dans le Caucase deux approches sur la table. On a une approche occidentale, on a une approche russe. L'approche occidentale, c'est une paix juste. On respecte l'intégrité territoriale, la souveraineté des États, point. C'est pour ça qu'on ne met pas l'accent sur le Karabakh. Pourquoi? Parce que les Occidentaux pensent que le Karabakh, c'était un pion entre les mains des Russes. Plus le Karabakh était visible, plus ça faisait les intérêts de la Russie. Et pour nous, Occidentaux, c'était inimaginable de penser ainsi. Donc, si on met un petit coup de clou, comme ça, un petit coup de marteau sur le Karabakh, c'est un levier de moins entre les mains de la Russie, qui d'ailleurs, ça s'est avéré entre 2020 et 2023. Puis, le côté russe. L'approche russe, c'est plutôt une paix impériale. Ça consiste à dire quoi? Respect des intégrités territoriales des États, mais sur le papier. Mais en même temps, examen du statut du Karabakh après la paix qui sera signée entre les deux pays, et puis nouvelle route entre le couloir, vous voyez, entre l'Azerbaïdjan et l'Akhichevan, mais sous contrôle du FSB, selon la déclaration du 9 novembre, qui met fin à la guerre des 44 jours. Donc on voit bien que les deux pays seraient complètement tributaires de la Russie. C'est pour ça qu'on parle de paix impériale. À l'échelle des deux États, Arménie et Azerbaïdjan, l'Arménie c'est une paix de droit, souveraineté, intégrité territoriale, droit des minorités, etc. Plus d'autodétermination, le droit des minorités. Et puis pour l'Azerbaïdjan, c'est une paix de punition, une paix à la carthaginoise, une paix d'humiliation. Donc on a ces quatre approches de paix qui cohabitent. Pourquoi je dis qu'ils cohabitent? Parce que finalement, rien n'est décidé encore. Pourquoi? Parce que tout dépend du front en Ukraine. Tout dépend de l'évolution de la guerre en Ukraine. Et petit à petit, même, je dirais, d'un autre front qui est en train d'apparaître depuis le 7 octobre, c'est entre Israël et, en toile de fond, la conflictualité Israël-Iran. Donc on a deux processus qui sont en train de peser sur le Caucase, comme par hasard en plein milieu, entre les deux. On a des acteurs qui sont les mêmes dans les trois guerres, quasiment en termes de puissance, c'est la Russie, la Turquie, l'Iran. Je ne parle pas des acteurs directement dans le conflit, encore que pour l'Ukraine, mais sinon on a ces trois acteurs qui reviennent sans cesse dans ces trois conflits, comme s'il y avait des vases communicants. Et aujourd'hui, je dirais dans les mois qui viennent, donc sur la table, vous avez ces quatre approches, mais vous avez aussi trois scénarios. Le premier scénario, c'est un accord de paix sous médiation occidentale. Ce ferait plutôt le jeu de l'Arménie et de l'Union européenne et des États-Unis, qui ont un peu pris la main. La Russie est en retrait. Mais ça, l'Azerbaïdjan dit, mais pourquoi se précipiter à signer la paix, puisqu'on dépend aussi de la Russie et de l'Ukraine, et peut-être de l'Iran et de l'Israël. On va temporiser. Et l'Azerbaïdjan est plutôt pour une situation de ni guerre ni paix, de contrarier systématiquement l'Arménie, de transformer le sud de l'Arménie en zone grise, vous voyez, on avance, on recule. Et ne jamais chercher à sceller une paix, ne pas se ficeler les mains, puisque demain, la situation en Ukraine ou en Iran peut changer. Et puis le troisième scénario, c'est la guerre. La guerre en profitant d'une situation pour diverses raisons, où là on aurait un coup de force de l'Azerbaïdjan, mais j'y crois pas trop. Je crois plutôt au deuxième scénario. Merci. Merci. Merci beaucoup. Grand spécialiste des questions arméniennes, questions caucasiennes, questions liées à la notion de victoire, de manière générale. Si vous avez des questions tout à l'heure, vous n'hésiterez pas. Et puis effectivement, je renvoie à son dernier ouvrage qui traite
de ces deux questions-là au schéma très composé. Philippe Moreau-Desfarges, merci beaucoup d'avoir accepté d'enrichir notre colloque. Philippe a été pendant très longtemps conseiller spécial à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il est auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages de géopolitique. C'est l'un des maîtres en la matière en France. Donc merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Tu as la parole. Merci Frédéric. Alors, ce qui caractérise l'époque actuelle, c'est la fin de l'histoire. Nous retournons dans l'histoire, c'est-à-dire que nous vivions dans l'idée que nous étions sortis du cauchemar historique, qu'enfin l'humanité allait trouver la paix, qu'elle était sortie des drames du passé, qu'enfin elle allait entrer dans une paix prospère fondée à la fois sur le libre-échange et sur la démocratie. Cette illusion est en train de tomber. On voit qu'aujourd'hui, 3 facteurs, malgré tout, dominent la scène internationale. Le premier facteur qui domine l'international, c'est la formidable puissance des armements que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que l'humanité dispose d'armements sans précédent. Ce ne sont pas seulement les armes nucléaires, ce sont les armes nucléaires, ce sont les missiles, ce sont les armes bactériologiques. Enfin, il y a un tas d'armes qui donnent à l'humanité une puissance formidable. C'est vrai que ce premier facteur devrait amener l'humanité à être relativement prudente. Pourquoi? Parce que si jamais un État utilise l'arme nucléaire, et ce n'est pas du tout impossible, il n'est pas du tout impossible qu'un jour un État soit tenté d'utiliser l'arme nucléaire, c'est clair que cet État qui utilisera l'arme nucléaire sera à son tour nucléarisé. Et donc l'humanité s'engagera dans une escalade de violence qui ne peut se terminer que par sa propre destruction. Mais ce scénario n'est pas impossible, il est très sombre. Mais c'est vrai que pour le moment, ces armements ont plutôt conduit à la prudence et de dire de ne pas répéter ce qui s'est produit en 1945. Ce qu'il faut oublier, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle une arme nucléaire tactique, c'est l'équivalent de la bombe d'Hiroshima. Donc une arme nucléaire tactique, c'est une arme nucléaire quand même d'une violence extrême. Ça veut dire 50 000 morts et 100 000 irradiés. Donc vous voyez qu'il n'y a finalement pas d'arme nucléaire tactique parce que la destruction, prenez une arme nucléaire qui tomberait sur Paris, Paris est rayé de la carte en quelques jours. Les habitants de Paris sont morts et ceux qui survivront dans des conditions épouvantables. Donc, premier facteur, les armes nucléaires qui pourtant, pour le moment, incitent à la prudence. Le deuxième facteur qui est important, c'est le changement des peuples. Ce qui est frappant quand on fait un recul historique, si vous prenez 1914. En 1914, les peuples partent à la guerre dans l'enthousiasme. Si vous regardez les images de Paris, de Vienne, de Berlin, de Londres en 1914, tous partent la fleur au fusil, c'est formidable. Nous serons demain à Berlin, nous serons demain à Paris, il y a une espèce de joie de la guerre, une attente de la guerre. Et n'oubliez pas qu'il y a tout un courant de pensée avant la guerre de 14 qui dit il faut une bonne guerre. Les peuples se sont amollis, les peuples s'endorment, il faut qu'ils aient une bonne guerre. Il faut qu'enfin ils retrouvent la virilité. Et il y a un bonheur. C'est vraiment intéressant. En 1939, complètement différent. En 1939, les mobilisations se passent difficilement, dans l'inquiétude. Et je vous rappelle qu'en septembre 1938, au moment des accords de Munich, lorsque les accords de Munich sont signés, Hitler est acclamé par le peuple allemand. Hitler sort du lieu de la conférence à Munich, il est accueilli par des hurrahs par les Allemands. Et il comprend très bien que les Allemands l'acclament, non pas parce qu'il a réussi à récupérer les Sudètes, non, ils acclament Hitler parce qu'il a sauvé la paix. Et Hitler a cette réflexion épouvantable, il dit, vous les Allemands, vous m'acclamez pour la paix, ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Demain, vous irez à la guerre, Et si vous voulez, la dureté d'Hitler est absolument incroyable. Pour vous raconter une autre anecdote, en pleine guerre, lorsque l'Allemagne souffre énormément en Union soviétique, le train d'Hitler croise un train de soldats blessés, de soldats amochés par la guerre. L'attitude normale d'un chef d'État, ce serait d'aller voir les gens de ce train et de les réconforter, de leur serrer la main, de leur dire « je suis là avec vous, je compatis ». La réaction d'Hitler n'est pas du tout celle-là. Hitler dit « ceux-là n'ont pas réussi à se battre, ils sont blessés, ils sont amochés, ils sont des pauvres types. Ben, si le peuple allemand n'est pas capable de gagner la guerre contre les Soviétiques, qu'ils disparaissent. » Vous voyez, ce regard extrêmement dur et extrêmement cynique d'Hitler. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la mobilisation des opinions publiques sera beaucoup plus difficile.
Et je crois que l'un des scénarios qui est tout à fait possible en Ukraine, c'est l'effondrement de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne surmet un effort. Imaginez un instant quand, 1916, en pleine bataille de Verdun, alors que les soldats français se battent pour la survie à Verdun, c'est-à-dire il y a 300, 400 000 morts, alors que les Allemands n'ont qu'une envie, c'est de saigner à blanc l'armée française. Supposez qu'au même moment, dans cette France de 40 millions d'habitants, il y a 1,5 million d'habitants qui partent à l'étranger. Car c'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. En Ukraine, aujourd'hui, alors que l'Ukraine se bat très courageusement, beaucoup d'Ukrainiens fichent le camp du territoire ukrainien. Et à Kiev, aujourd'hui, il y a des rafles de jeunes hommes. Il y a des rafles de jeunes hommes, comme il y avait des rafles de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez l'état très difficile où se trouve l'Ukraine. Donc vous avez un changement extrêmement profond des opinions publiques. Troisième point que j'avais évoqué avec l'ambassadeur, c'est que nous sommes dans un monde où les traités de paix deviennent impossibles. C'est très étonnant, ces guerres qui commencent, qui ne sont pas déclarées, comme l'a rappelé l'ambassadeur, ces guerres sans déclaration de guerre qui sont des états de fait, n'arrivent pas à se terminer. Qu'il s'agisse du conflit israélo-arabe, qu'il s'agisse de la guerre russo-ukrainienne, qu'il s'agisse du Karabakh, c'est la même chose. Ces guerres vont durer éternellement. Elles n'arrivent pas à se terminer. C'est quand même très... Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde, quand semble-t-il, la victoire devient impossible. C'est vrai, on voit bien qu'en Russie et en Ukraine, c'est vrai que la Russie a plus de chances de gagner en Ukraine, c'est clair. Les Ukrainiens n'ont aucune chance de gagner, c'est ça qui est très inquiétant. Les Ukrainiens, la Russie peut avoir une chance de gagner, mais avec un prix astronomique. Est-ce qu'elle arrivera à subir ce prix? Car c'est vrai que si du côté ukrainien, il y a une hémorragie de population, il y a également du côté russe une hémorragie de population. Donc vous voyez, nous sommes dans une époque quand même de très grande incertitude. Alors, compte tenu de cette évolution, quels sont les avenirs possibles? Aujourd'hui, malgré tout, l'humanité devrait, malgré tout, je dirais, chercher la voie de la paix. Il y a quand même deux facteurs qui poussent l'humanité à chercher la voie de la paix. Premièrement, c'est ce risque d'autodestruction. Malgré tout, l'humanité peut s'autodétruire. Il n'est pas du tout exclu qu'elle s'autodétruise. Si jamais le tabou nucléaire explose, c'est l'escalade. Donc l'humanité a des raisons d'être présente. Le deuxième facteur, c'est que vous avez l'humanité est prise dans des enjeux écologiques majeurs, que ce soit le changement climatique, que ce soit les pollutions massives, que ce soit la dégradation des forêts. Donc on peut imaginer qu'il y ait une prise de conscience de l'humanité. Simplement, ce que nous disent, si vous voulez, aussi bien 1914 que 1939, c'est que très curieusement, lorsque les peuples savent qu'il ne faut pas faire la guerre, lorsque les peuples sont convaincus que les guerres vont les détruire, ils les font quand même. Je vais vous raconter une anecdote qui est extrêmement intéressante, c'est que Nicolas II, qui était conseillé, je vous rappelle, par Rasputin, Nicolas II écoutait les conseils de Rasputin, et Rasputin lui avait dit, si jamais vous, le tsar, vous engagez dans la guerre, vous perdrez votre trône. Ce qui s'est passé. Le tsar s'est engagé. Donc Nicolas II, très conscient de ce risque, ne veut pas faire la guerre. Et ce qui se passe, c'est que Nicolas II, qui était un homme assez faible, et se retrouve à un moment enfermé dans son bureau, avec les généraux russes. Les généraux russes lui disent, Majesté, tant que vous n'aurez pas signé l'ordre de mobilisation, vous ne sortirez pas de ce bureau. Vous êtes enfermé dans son bureau, on a cassé les fils téléphoniques, donc vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur. Si vous ne signez pas l'ordre de mobilisation, vous ne pourrez pas sortir de ce bureau. Et naturellement, Nicolas II abdique, enfin, Nicolas II cède, et bien évidemment, il va perdre son trône et il va même perdre sa vie. Donc vous voyez cette espèce de capacité de l'humanité à se suicider. De même, en 1939-41, c'est la même chose, c'est cette même conscience, et l'humanité va vers la catastrophe sans éviter. Donc, le pire n'est pas tout impossible. Ce qu'il faut espérer, je vais essayer d'utopiste, c'est que le meilleur scénario possible, le moins mauvais scénario possible, c'est que de toute façon, il faudra une catastrophe. L'humanité n'accède à la paix qu'à l'après des catastrophes. Si vous regardez l'histoire du monde depuis des milliers d'années, et surtout même depuis 2 ou 3 siècles, vous constatez que la paix n'arrive qu'après des guerres terribles. La paix du 19e siècle n'arrive qu'après les guerres révolutionnaires et impériales. La paix dont nous sortons, elle n'arrive qu'après les 2 guerres mondiales. Donc il est probable que l'humanité ne pourra accéder à la paix qu'après cette catastrophe. Et il est probable que
si vous voulez, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais il n'est pas possible que cette catastrophe soit encore devant nous, qu'elle arrive devant nous. Et à ce moment-là, enfin, peut-être l'humanité accédera à la paix. Alors, accédera-t-elle à la paix perpétuelle? Il faut l'espérer. Mais l'humanité est toujours capable de répéter ces histoires. Comme on dit, l'histoire ne répète la même chose. C'est vrai que Karl Marx disait à ses justes titres que la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une comédie. Oui, la première fois c'est une tragédie solennelle, la seconde fois c'est une comédie très grinçante. Et il n'est pas du tout impossible que nous vivions à nouveau cette comédie très grinçante. Voilà, espérons que l'humanité aura suffisamment de sagesse, mais là c'est un immense point d'interrogation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Philippe, pour cette note d'espoir, d'espérance et d'optimisme. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez poser à nos intervenants. Et dans un petit peu moins de 10 minutes, nous aurons le plaisir d'avoir le professeur d'économie Jeffrey Sachs, qui est en ce moment à l'université de Columbia et qui va nous entretenir des aspects économiques et financiers de la guerre en Ukraine. Après quoi, il y aura une fréquente pause et nous conclurons ce colloque avec Gérard Chalian et Madame Samy ici présents. Vous n'hésitez pas, vous avez le micro. Mademoiselle, jeune fille, une étudiante. Bonjour. Vous parliez d'une catastrophe, bien entendu, mais n'est-ce pas aujourd'hui la catastrophe? Parce que nous ne sommes déjà pas dans la catastrophe. Et justement, la question n'est pas demain, puisque la catastrophe, est-ce que ce n'est pas notre présent? Non, franchement, nous ne sommes pas dans la catastrophe. Attendez, vous êtes dans cette salle, nous sommes bien tranquilles, et comme disait leur précédent Gérard Haro, la guerre d'Ukraine, même elle nous paraît assez loin. Bon, nous ne sommes pas encore dans la catastrophe. Heureusement, non, la catastrophe, ce serait le déchaînement de la guerre. Nous n'avons pas encore là. Donc ne soyez pas trop pessimistes, et j'espère que nous serons arrêtés au bord de la catastrophe. Non, heureusement, nous ne sommes pas dans la catastrophe. Si nous y allons, ce serait déjà trop tard. Et je pense que ce colloque n'aurait pas lieu. Merci beaucoup. Je précise que la question a été posée par Christine Philippe, qui est proviseure adjointe d'un très grand lycée, en l'occurrence Saint-Hérambert, à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est dit. Jeune homme. J'ai une question qui s'adresse à M. Philippe. Si on part toujours avec une vision défaitiste, dans le sens d'un unicisme du passé, vous allez me dire que j'ai la vision de quelqu'un qui est jeune et du coup d'un nouveau courant de pensée, mais est-ce que si on part toujours sur un recommencement du passé, vous pensez que celui-ci sera toujours possible d'être mis en application, parce qu'on a pu voir que dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, M. Philippe. J'aimerais être optimiste. Si vous voulez, il y a toujours cette idée. Moi, si vous voulez, j'appartiens à une génération qui est une génération privilégiée. Je suis né en 1943, donc j'ai connu une période de paix et de prospérité incomparable. Si vous voulez, jamais. Si vous voulez, ce qui s'est passé dans les années 50, 60, à la fois la croissance économique, l'État-provident, jamais on a été aussi privilégié dans l'humanité. Donc on peut s'y dire. Cet accès à un moment privilégié devrait nous retenir au bord du gouffre. Eh bien non, eh bien non. Je vous rappelle que je me souviens, c'est très intéressant de voir qu'au moment de à la veille de la Première Guerre mondiale, ce souhait de la guerre, il y a un souhait de la guerre, il y a un désir de la guerre. Vous avez tout de suite ce courant de pensée, notamment il y avait un livre très intéressant de Norman Angell. Norman Angell avait la thèse suivante que la guerre devenait impossible. La thèse était la suivante, que les populations européennes étaient tellement habituées au confort qu'elles seraient incapables de se battre dans les tranchées. Norman Angell s'est complètement trompé. C'est clair que ces peuples qui étaient habitués au confort, qui vivaient de la rente, qui étaient habitués à... Eh bien, ces peuples ont quand même sombré dans la guerre. Donc vous voyez, hélas, on ne peut pas être trop optimiste. Justement, je pense que on ne va pas se transformer en devin. Ici, maintenant, à Paris, je pense qu'on est très loin d'une catastrophe. Je pense qu'il faut quand même calmer un petit peu les esprits. Ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il n'y a pas de danger, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire que la catastrophe est à venir. Il faut se calmer. Et puis, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de malédiction. L'histoire n'est pas cyclique.
on aime bien se référer à l'histoire parce qu'on a besoin de tirer des leçons, mais c'est pas parce que Nicolas II a fait ça que forcément Trump ou Biden ou Macron ou je ne sais qui vont faire la même chose. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Et moi, je crois à la sagesse des sociétés, je crois à l'autonomisation des sociétés civiles, je crois au fait que les sociétés sont aujourd'hui désinhibées, beaucoup plus, que c'est plus difficile d'enclencher une guerre qu'on ne le pense, notamment dans les démocraties, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans, 150 ans, etc. Donc je pense que oui, il y a de quoi être préoccupé, oui, il y a de quoi être vigilant, mais je pense qu'on est quand même, et je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'on est loin d'une grosse catastrophe, et je partage ce que dit Madame, peut-être qu'on est déjà dans la catastrophe, encore peut-être qu'il faudrait mettre un autre mot que catastrophe, mais on est déjà, c'est ce que j'ai dit, cette juxtaposition des crises est inquiétante, parce que la vraie question pour moi, c'est est-ce que l'humanité aura les ressources pour surmonter ces crises? Pour moi, elle est là. Et une guerre mondiale, c'est quoi? C'est quand l'humanité n'a plus les ressources pour surmonter, et qu'on laisse parler autre chose que la paix et la concorde. Donc je ne veux pas faire partie de ce corps, de cette chorale du catastrophisme, non. Mais je ne veux pas non plus être le béaba avec son briquet qui dit « peace and love ». Voilà, donc c'est plus compliqué que ça. Merci. Merci beaucoup. Général Gomard, un mot sur cette... Oui, je pense que... Enfin, il faut toujours garder l'espoir, il faut rester optimiste, je pense. Nous sommes en période de crise, on n'est pas du tout en période de catastrophe, en tous les cas en Occident. On a la chance de vivre dans des démocraties, ce qui est une vraie chance par rapport à pas mal de pays dans le monde, avec ses hauts et ses bas évidemment. C'est l'avantage d'une démocratie, c'est qu'il y a des idées qui s'affrontent. C'est vrai que la crise au Moyen-Orient, ce qui se passe, a sans doute plus de conséquences sur nous en Europe que n'en a la guerre réellement en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle joue sur l'économie, notre économie. Le prix de l'essence a augmenté, il y a une inflation, tout ça, ça joue. Mais je ne pense pas qu'on soit au bord de la catastrophe. On est en période de crise évidente, en espérant que ça arrive le plus vite possible, même si je crains que ça dure un peu. Monsieur Philippe. Je voudrais ajouter une dernière remarque. Il y a une illusion qu'il faut dissiper. Les États démocratiques ne sont pas pacifiques. Il n'y a pas de démocratie. Les démocraties n'existent pas. C'est un mot, le mot démocratie. Ce qui existe, ce n'est pas la même chose. Ce sont des États démocratiques. C'est-à-dire ce sont des États qui ont des procédures démocratiques et des caractères démocratiques. Ça veut dire qu'ils sont d'abord des États et ensuite des démocraties. Et quand je prends la plus grande démocratie du monde, c'est-à-dire les États-Unis, il n'y a pas, Gérard Raoul l'a rappelé, il n'y a pas de pays plus agressif que les États-Unis. Il n'y a pas de puissance. D'ailleurs, même un néoconservateur qui s'appelait Robert Kagan, qui était très favorable au néoconservatisme, écrit lui-même que les États-Unis sont ce qu'il appelle une nation dangereuse, c'est-à-dire une nation constamment sur l'agression. Donc vous voyez, faisons attention à ne pas croire que les démocraties, et pour prendre un exemple, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait une guerre entre, j'ai envie de dire, non pas la plus grande démocratie du monde, mais la démocratie la plus peuplée du monde, qui est l'Inde, et la Chine, qui est le régime autoritaire le plus grand du monde. Cette guerre n'est pas impossible. Est-ce qu'elle sera déclenchée par la Chine ou l'Inde? On verra. Mais il n'est pas impossible que leur rivalité de puissance les pousse à la guerre. Oui, une dernière question avant de passer à notre duplex depuis les États-Unis. En fait, on avait assisté à une conférence que vous avez donnée justement à PSB où globalement vous disiez depuis 1945 justement il n'y avait pas eu de vraie guerre en Europe. Et la question c'était de savoir si vous considériez que ce qui se passe actuellement en Ukraine par exemple et la Russie, c'est une vraie guerre ou c'est juste un conflit ou à un autre niveau. Qui vous répond? Je ne suis pas spécialiste aujourd'hui, je ne suis que passeur de parole. Pour moi, c'est une guerre mondialisée. C'est une vraie guerre de haute intensité dans laquelle chacun des adversaires cherche à détruire l'autre. Ce qu'on appelle une guerre d'attrition. Et on cherche à détruire, à faire le maximum de pertes en face, à occasionner le maximum de destruction. Et cette guerre est mondialisée dans le sens où, effectivement, un certain nombre de pays européens sont impliqués, puisque européens et américains, puisqu'on donne de l'armement. La Corée du Nord, comme la Chine, comme l'Iran, donne de l'armement. La Turquie également. Donc en fait, oui, elle est mondialisée dans ce sens-là, dans le sens où ça a des conséquences sur notre pays. Mais c'est une vraie guerre de haute intensité qui concerne une partie de l'Europe, bien sûr, puisque l'Ukraine est en Europe, et d'ailleurs l'Europe va jusqu'à l'Oural. Donc
ça concerne l'Europe, en effet. Une remarque complémentaire. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans les guerres, c'est qu'elles sont aussi bien civiles qu'internationales. Je prends la guerre d'Ukraine, la guerre russo-ukrainienne. Si vous êtes russe, vous dites c'est une guerre civile. Parce que fondamentalement, il n'y a pas de peuple ukrainien, il y a un peuple russe et les Ukrainiens ne sont qu'un sous-peuple du peuple russe. C'est le point de vue russe. Si vous êtes le peuple ukrainien, vous dites l'inverse. Il y a véritablement deux peuples qui s'affrontent. Vous voyez, c'est ce problème de ce qu'on appelle, est-ce qu'on est dans une civil war ou dans une guerre internationale? Pour rappeler un exemple historique, je vous rappelle que les États-Unis, quand ils parlent de la guerre de 1861-65, disent ce civil war. Ça veut dire que c'est une guerre au sein d'un peuple, où deux peuples s'opposent. Nous, les Français, nous utilisons le mot guerre de sécession. C'est-à-dire, nous laissons entendre que c'était une guerre entre deux peuples. D'un côté, le peuple du Nord, qui voulait abolir l'esclavage, et de l'autre côté, le peuple du Sud, qui était esclavagiste. Et que ce critère suffisait à définir ce peuple. Mais c'est clair que pour les États-Unis, c'était une civil war. Vous voyez, ce problème de deux points de vue qui peuvent s'opposer.